Karl Marx, Travail salarié et capital. Introduction de Friedrich Engels. Cette brochure parut sous la forme d'une série d'articles de tête dans la Neue Rheinische Zeitung à partir du 4 avril 1849. Les conférences que Marx fit en 1847 à l'Association des ouvriers allemands de Bruxelles en forment la base. Elle est restée un fragment. L'engagement contenu dans « à suivre » entre guillemets, qui se trouve à la fin de l'article du numéro 269 du journal, ne fut point tenu par suite des événements qui se précipitaient à ce moment. L'invasion russe en Hongrie, les insurrections à Dresde, Iserlohn, Elberfeld, dans le Palatinat et le Bade, et qui amenèrent la suppression du journal lui-même. Ouvrez la parenthèse, 19 mai 1849, fermez la parenthèse. On n'a point retrouvé le manuscrit de la suite dans les œuvres posthumes de Marx. Vers 1850, Marx n'avait pas encore mis le point final à sa critique de l'économie politique. Il ne le fit qu'à la fin de la décade suivante. Aussi, ses écrits parus antérieurement au premier fascicule de Contribution à la critique de l'économie politique, 1859 entre parenthèses, diffèrent-ils sur certains points de ceux qu'il écrivit à partir de 1859. Il renferme des expressions et des phrases entières qui, par rapport aux ouvrages postérieurs, apparaissent comme confuses et même erronées. Or, il est de toute évidence que, dans des éditions ordinaires destinées au grand public, ce point de vue antérieur, compris dans le développement intellectuel de l'auteur, a également sa place, et que l'auteur, aussi bien que le public, ont un droit indiscuté à une reproduction intégrale de ses anciens écrits. Et il ne me serait pas venu un seul instant à l'esprit d'y changer un seul mot. Il en est autrement lorsque la réédition est destinée, on peut dire, presque exclusivement à la propagande parmi les ouvriers. Dans ce cas, Marx aurait certainement accordé l'ancien exposé datant de 1849 avec son nouveau point de vue, et je suis sûr d'agir dans son esprit en procédant pour cette édition aux quelques changements et adjonctions qui sont nécessaires pour atteindre ce but sur tous les points essentiels. Je dis donc à l'avance au lecteur, voici la brochure, non point telle que Marx l'a rédigée en 1849, mais approximativement telle qu'il l'aurait écrite en 1891. Au reste, le texte véritable est diffusé en un nombre si considérable d'exemplaires qu'il permet d'attendre que je puisse le réimprimer plus tard, ne varietur, dans une édition des œuvres complètes. Note de bas de page. Publié actuellement dans la Reclams-Universalbibliothek, numéro 6068-6069. Fin de la note de bas de page. Mes modifications tournent toutes autour d'un seul point. D'après l'original, c'est son travail que l'ouvrier vend au capitaliste pour le salaire. D'après le texte actuel, il vend sa force de travail. Je dois m'expliquer sur ce changement. Je dois des explications aux ouvriers, afin qu'ils voient qu'il ne s'agit pas d'une simple querelle de mots, mais au contraire d'un des points les plus importants de toute l'économie politique. Je dois ces explications aux bourgeois, afin qu'ils puissent se convaincre que les ouvriers sans instruction, auxquels on peut facilement faire comprendre les développements économiques les plus difficiles, sont infiniment supérieurs à nos gens cultivés, entre guillemets, et arrogants, pour lesquels des questions aussi complexes restent des énigmes leur vie durant. L'économie politique classique emprunte à la pratique industrielle cette idée courante chez le fabricant
qu'il achète et qu'il paie le travail de ses ouvriers. Cette idée avait été parfaitement suffisante pour les besoins de l'affaire, la comptabilité et le calcul des prix du fabricant. Transférée en toute naïveté dans l'économie politique, elle y causa un trouble et un désarroi étranges. L'économie se trouve en présence de ce fait que les prix de toutes les marchandises, et entre autres aussi le prix de la marchandise qu'elle appelle « travail » entre guillemets, se modifient continuellement, qu'ils montent et baissent par suite de circonstances très variées qui, fréquemment, sont sans aucun rapport avec la production de la marchandise elle-même, de sorte que les prix semblent, en règle générale, déterminés par le pur hasard. Or, dès que l'économie se présenta comme une science, une de ses premières tâches fut de chercher la loi qui se cachait derrière ce hasard, contrôlant apparemment les prix des marchandises, et qui, en réalité, dominait ce hasard même. C'est dans les limites de ces prix de marchandises en perpétuelle fluctuation, oscillant tantôt de bas en haut, tantôt de haut en bas, qu'elle chercha le centre fixe autour duquel s'accomplissent ces fluctuations et ces oscillations. En un mot, elle partit des prix des marchandises pour rechercher, en tant que loi qui les réglait, la valeur des marchandises, par laquelle s'expliquent toutes les fluctuations de prix et à laquelle il fallait en définitive les ramener toutes. Or, l'économie classique a trouvé que la valeur d'une marchandise est déterminée par le travail nécessaire à sa production, incorporé en elle, et elle s'est contentée de cette explication. Nous pouvons également nous y arrêter un instant. Mais, pour éviter des malentendus, je rappellerai que cette explication est devenue de nos jours tout à fait insuffisante. C'est Marx qui a, le premier, étudié de façon approfondie cette propriété du travail créant de la valeur, et il a trouvé que ce n'est pas chaque travail apparemment ou réellement nécessaire à la production d'une marchandise qui ajoute à cette marchandise en toutes circonstances une quantité de valeur correspondant à la quantité de travail fourni. Si donc nous disons sommairement aujourd'hui, avec des économistes comme Ricardo, que la valeur d'une marchandise est déterminée par le travail nécessaire à sa production, nous sous-entendons toujours les réserves faites par Marx à ce sujet. Cela suffit ici. On trouvera le reste chez Marx dans sa Contribution à la critique de l'économie politique, 1859, entre parenthèses, et dans le premier volume du Capital. Mais dès que les économistes appliquèrent cette détermination de la valeur par le travail à la marchandise travail entre guillemets, ils allèrent de contradiction en contradiction. Comment est déterminée la valeur du travail entre guillemets? Par le travail nécessaire qui est incorporé. Combien de travail y a-t-il dans le travail d'un ouvrier à la journée, à la semaine, au mois, à l'année? Le travail d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année. Si le travail est la mesure de toutes les valeurs, nous ne pouvons exprimer la valeur du travail, entre guillemets, que dans le travail. Mais nous ne savons absolument rien au sujet de la valeur d'une heure de travail lorsque nous savons seulement qu'elle est égale à une heure de travail. Cela ne nous a donc pas rapproché du but de l'épaisseur d'un cheveu. Nous ne faisons que tourner continuellement en rond. Aussi, l'économie classique essaya-t-elle d'employer une autre tournure. Elle dit « La valeur d'une marchandise est égale à ses frais de production ». Mais quels sont les frais de production du travail? Pour répondre à cette question, les économistes sont obligés de faire quelque entorse à la logique.
À défaut des frais de production du travail lui-même, qui ne peuvent malheureusement pas être établis, il recherche alors quels sont les frais de production de l'ouvrier. Et ceux-ci peuvent être établis. Ils varient suivant le moment et les circonstances, mais pour des conditions sociales données, pour une localité donnée, pour une branche de production donnée. Ils sont également donnés, du moins dans certaines limites assez étroites. Nous vivons aujourd'hui sous le règne de la production capitaliste, où une classe importante, et de plus en plus grande de la population, ne peut vivre que si elle travaille contre salaire pour les possesseurs des moyens de production, outils, machines, matières premières et moyens de subsistance. Sur la base de ce mode de production, les frais de production de l'ouvrier consistent dans la somme de moyens de subsistance, ou de leur prix en argent, qui sont en moyenne nécessaires pour lui fournir sa capacité de travail, pour entretenir celle-ci, pour le remplacer par un nouvel ouvrier lorsque la maladie, l'âge ou la mort l'éloignent de la production, c'est-à-dire pour permettre à la classe ouvrière de se perpétuer en conservant sa force nécessaire. Supposons que le prix en argent de ces moyens de subsistance soit en moyenne de 3 marks par jour. Notre ouvrier reçoit donc du capitaliste qui l'occupe un salaire de 3 marks par jour. Pour cela, le capitaliste le fait travailler, disons, 12 heures par jour. À la vérité, ce capitaliste calcule à peu près de la façon suivante. Supposons que notre ouvrier, un ajusteur, ait à travailler à une pièce de machine de façon à la terminer en une journée. La matière première, le fer et le laiton, dans la forme déjà ouvragée nécessaire, coûtent 20 marks. La consommation de la machine à vapeur, l'usure de cette même machine à vapeur, du tour et des autres outils avec lesquels l'ouvrier travaille, représente, calculée pour une journée et pour sa quote-part, la valeur d'un mark. Nous avons supposé que le salaire est de 3 marks pour une journée. Cela fait au total pour notre pièce de machine 24 marks. Mais le capitaliste calcule de façon à recevoir de ses clients un prix moyen de 27 marks, c'est-à-dire 3 marks de plus que les frais qu'il a engagés. D'où viennent ces 3 marks qu'empoche le capitaliste? L'économie classique prétend que les marchandises sont vendues en moyenne à leur valeur, c'est-à-dire à des prix qui correspondent aux quantités de travail nécessaires contenues dans ces marchandises. Le prix moyen de notre pièce de machine, 27 marks, serait donc égal à sa valeur, égal au travail qui y est incorporé. Mais de ces 27 marks, 21 marks étaient des valeurs qui existaient avant que notre ajusteur se fût mis au travail. 20 marks étaient incorporés dans la matière première, 1 mark dans le charbon brûlé pendant le travail ou dans les machines et outils utilisés à cet effet, et dont la capacité de production a été réduite jusqu'à concurrence de cette somme. Restent 6 marks qui ont été ajoutées à la valeur de la matière première. Mais ces 6 marks, comme l'admettent nos économistes eux-mêmes, ne peuvent provenir que du travail ajouté à la matière première par notre ouvrier. Ces 12 heures de travail ont donc créé une nouvelle valeur de 6 marks. De cette façon, nous aurions donc enfin découvert ce qu'est la « valeur du travail » entre guillemets. « Halte là !» s'écrie notre ajusteur. Ouvrez les guillemets. 6 marks ? Mais je n'ai touché que 3 marks. Mon capitaliste jure ses grands dieux que la valeur de mes 12 heures de travail n'est que de 3 marks. Et lorsque j'en exige 6, il se moque de moi.
À quoi cela rime-t-il? Fermez les guillemets. Si auparavant nous aboutissions, avec notre valeur du travail, à un cercle ou à une impasse, nous voilà maintenant tout à fait fourvoyés dans une contradiction insoluble. Nous avons cherché la valeur du travail et nous avons trouvé plus qu'il ne nous fallait. Pour l'ouvrier, la valeur des 12 heures de travail est de 3 marks. Pour le capitaliste, elle est de 6 marks dont il paie à l'ouvrier 3 marks comme salaire et dont il empoche lui-même les 3 autres. Le travail aurait donc non pas une, mais 2 valeurs, et très différentes par-dessus le marché. La contradiction devient encore plus absurde dès que nous ramenons les valeurs exprimées en argent à du temps de travail. Dans les 12 heures de travail, il est créé une nouvelle valeur de 6 marks, c'est-à-dire en 6 heures, de 3 marks, somme reçue par l'ouvrier pour un travail de 12 heures. Pour un travail de 12 heures, l'ouvrier reçoit l'équivalent du produit de 6 heures de travail. Donc, ou bien le travail a 2 valeurs, dont l'une est le double de l'autre, ou bien 12 égale 6. Dans les 2 cas, on aboutit à un pur non-sens. Que nous tournions ou retournions la chose comme nous voulons, nous ne sortirons jamais de cette contradiction tant que nous parlerons de l'achat, de la vente, du travail et de la valeur du travail. C'est ce qui est arrivé également à nos économistes. Le dernier rameau de l'économie classique, l'école de Ricardo, a disparu en grande partie à cause de l'impossibilité où elle était de résoudre cette contradiction. L'économie classique s'était fourvoyée dans une impasse. L'homme qui trouva la voie pour en sortir fut Marx. Ce que les économistes avaient considéré comme les frais de production du travail, entre guillemets, étaient les frais de production non du travail, mais de l'ouvrier vivant lui-même. Et ce que l'ouvrier vendait au capitaliste n'était pas son travail. Ouvrez les guillemets. Dès que son travail commence véritablement, dit Marx, il a déjà cessé de lui appartenir. Il ne peut donc plus le vendre. Fermez les guillemets. Il pourrait donc tout au plus vendre son travail futur, c'est-à-dire prendre l'engagement d'accomplir un rendement déterminé dans un temps déterminé. Mais alors, il ne vend pas du travail, ouvrez la parenthèse, qu'il faudrait d'abord effectuer, fermez la parenthèse, mais il met à la disposition du capitaliste pour un temps déterminé, ouvrez la parenthèse, dans le salaire journalier, fermez la parenthèse, ou aux fins d'un rendement déterminé, ouvrez la parenthèse, dans le salaire aux pièces, fermez la parenthèse, sa force de travail contre un paiement déterminé. Il loue ou vend sa force de travail. Mais cette force de travail est intimement liée à sa personne et en est inséparable. Les frais de production de celle-ci coïncident par conséquent avec ses frais de production à lui. Ce que les économistes appelaient les frais de production du travail sont précisément ceux de l'ouvrier et par suite ceux de la force de travail. Et nous pouvons remonter aussi, de la même façon, des frais de production de la force de travail à la valeur de la force de travail et déterminer la quantité de travail socialement nécessaire pour la production d'une force de travail de qualité déterminée, ainsi que l'a fait Marx dans le chapitre de l'achat et de la vente de la force de travail. Ouvrez la parenthèse, Capital, tome 1, chapitre 4, troisième sous-chapitre. Note de bas de page. Capital, tome 1, page 189, ouvrez la parenthèse, édition Coste, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, ouvrez la parenthèse, Capital, tome 1, chapitre 4,
Troisième sous-chapitre, fermez la parenthèse. Mais qu'arrive-t-il après que l'ouvrier a vendu sa force de travail au capitaliste, c'est-à-dire la mise à sa disposition contre un salaire convenu à l'avance, salaire journalier ou salaire aux pièces? Le capitaliste conduit l'ouvrier dans son atelier ou son usine, où se trouvent déjà tous les objets nécessaires pour son travail. Matières premières, produits secondaires, ouvrez la parenthèse, charbon, colorant, etc., fermez la parenthèse. Outils, machines. Là, l'ouvrier se met à bûcher. Son salaire journalier est, comme nous l'avons supposé plus haut, de 3 marks. Qu'il les gagne à la journée ou aux pièces, peu importe. Nous supposons également ici que l'ouvrier, en 12 heures de son travail, incorpore aux matières premières utilisées une nouvelle valeur de 6 marks, laquelle nouvelle valeur est réalisée par le capitaliste au moyen de la vente de la pièce une fois finie. Il paie avec cela ces 3 marks à l'ouvrier. Mais il conserve pour soi les 3 autres marques. Or, si l'ouvrier crée en 12 heures une valeur de 6 marks, en 6 heures, il en crée une de 3 marks. Il a donc déjà donné au capitaliste l'équivalent des 3 marks touchées ou salaire lorsqu'il a travaillé 6 heures pour lui. Après 6 heures de travail, tous deux sont donc quittes. Ils ne se doivent pas un centime l'un à l'autre. « Halte là !» s'écrie maintenant le capitaliste. « J'ai loué l'ouvrier pour une journée entière, pour 12 heures. Or, 6 heures ne sont qu'une demi-journée. Donc, bûcher ferme jusqu'à ce que soient terminées également les 6 autres heures. C'est seulement alors que nous serons quittes. » Fermez les guillemets. Et l'ouvrier doit se soumettre en effet à son contrat accepté volontairement entre guillemets, d'après lequel il s'engage à travailler 12 heures entières pour un produit qui coûte 6 heures de travail. Dans le travail aux pièces, il en est exactement de même. Supposons que notre ouvrier fabrique en 12 heures 12 pièces de la même marchandise. Chacune d'elles coûte 2 marks de charbon et d'usure et est vendue 2 marks 50. Si nous faisons les mêmes hypothèses qu'auparavant, le capitaliste va donc donner à l'ouvrier 25 pfennig par pièce. Cela fait, pour 12 pièces, 3 marks, que l'ouvrier met 12 heures à gagner. Le capitaliste reçoit pour les 12 pièces 30 marks. Déduction faite de 24 marks pour la matière première et l'usure. Reste 6 marks, dont il paie 3 marks, et empoche 3 marks. Tout comme plus haut. Là aussi, l'ouvrier travaille 6 heures pour lui, c'est-à-dire en compensation de son salaire. Ouvrez la parenthèse, demi-heure dans chacune de ces 12 heures. Fermez la parenthèse, et 6 heures pour le capitaliste. La difficulté contre laquelle échouaient les meilleurs économistes tant qu'ils partaient de la valeur du « travail » entre guillemets, disparaît dès que nous partons de la valeur de la force de travail entre guillemets, et non de celle du travail entre guillemets. La force de travail est, dans notre société capitaliste actuelle, une marchandise comme toutes les autres, mais néanmoins une marchandise tout à fait spéciale. En effet, elle a la propriété particulière d'être une force qui crée de la valeur, une source de valeur, et notamment, par un traitement approprié, une source de plus de valeur qu'elle n'en possède elle-même. Dans l'état actuel de la production, la force de travail humaine ne produit pas seulement en une journée une valeur plus grande que celle qu'elle possède et qu'elle coûte elle-même. À chaque nouvelle découverte scientifique, à chaque nouvelle invention technique, cet excédent de sa production quotidienne s'accroît
au-delà de ses frais journaliers et, par conséquent, la partie de la journée de travail dans laquelle l'ouvrier fournit l'équivalent de son salaire quotidien diminue, alors que la partie de la journée de travail pendant laquelle il est obligé d'offrir son travail au capitaliste sans être payé pour cela augmente d'autre part. Telle est la constitution économique de toute notre société actuelle. C'est la classe laborieuse seule qui produit toutes les valeurs, car le mot valeur n'est qu'une autre expression pour le mot travail. L'expression par laquelle on désigne dans notre société capitaliste actuelle la quantité de travail socialement nécessaire incorporée dans une marchandise déterminée. Mais ces valeurs produites par les ouvriers n'appartiennent pas aux ouvriers. Elles appartiennent aux possesseurs des matières premières, des machines et instruments et des avances d'argent qui leur permettent d'acheter la force de travail de la classe ouvrière. De toute la masse de produits créés par la classe ouvrière, il ne lui revient donc qu'une partie. Et, ainsi que nous l'avons vu, l'autre partie que la classe capitaliste conserve pour elle et qu'il lui faut tout au plus partager encore avec la classe des propriétaires fonciers, devient, à chaque nouvelle découverte et invention, de plus en plus grande, alors que la partie revenant à la classe ouvrière, ouvrez la parenthèse, calculée par tête, fermez la parenthèse, ou bien ne s'accroît que très lentement et de façon insignifiante, ou bien reste stationnaire, ou bien encore, dans certaines circonstances, diminue. Mais ces découvertes et inventions, qui s'évincent réciproquement avec une rapidité de plus en plus grande, ce rendement du travail humain qui s'accroît chaque jour dans des proportions inouïes, finissent par créer un conflit dans lequel l'économie capitaliste actuelle ne peut que sombrer. D'un côté, des richesses incommensurables et un excédent de produits que les preneurs ne peuvent absorber. De l'autre, la grande masse de la société prolétarisée, transformée en salariés, est mise par ce fait même dans l'incapacité de s'approprier cet excédent de produits. La scission de la société en une petite classe immensément riche et en une grande classe de salariés non possédants fait que cette société étouffe sous son propre superflu, alors que la grande majorité de ses membres n'est presque pas, ou même pas du tout, protégée contre l'extrême misère. Cet état de choses devient chaque jour plus absurde et plus inutile. Il faut qu'il cède la place, il peut céder la place. Un nouvel ordre social est possible, dans lequel auront disparu les différences actuelles entre les classes et où, peut-être après une période de transition courte, un peu maigre, mais en tout cas moralement très utile, grâce à une utilisation rationnelle et au développement ultérieur des énormes forces productrices déjà existantes de tous les membres de la société, par le travail obligatoire et égal pour tous, les moyens de vivre, de jouir de la vie, de se développer et de mettre en œuvre toutes les capacités du corps et de l'esprit seront également à la disposition de tous et dans une abondance toujours croissante. Et la preuve que les ouvriers sont de plus en plus résolus à conquérir par la lutte ce nouvel ordre social nous est fournie des deux côtés de l'océan par la journée du 1er mai de demain et celle de dimanche prochain, 3 mai. Londres, le 30 avril 1891, Friedrich Engels.